Le samedi 16 septembre 2023, j'ai participé à un événement pour le moins surprenant. Pour une RCF Belgique, je me suis rendu à l'abbaye bénédictine de Maredsous, où avait lieu une cérémonie d'installation, non pas d'un évêque ou d'un grand prélat, mais bien d'un prince qui est devenu alors le 51e grand maître de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. Bienvenue dans l'univers d'un ordre séculaire, confirmé depuis 1255, c'était à l'abbaye de Maredsous. Au son des trompettes et des voix de la chorale des petits chanteurs de Belgique, les chevaliers ainsi que le père abbé de Maredsous, dont Bernard Laurent, le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, protecteur spirituel de l'ordre, ou encore monseigneur Noël Traynor, nonce apostolique près l'Union européenne, la procession arrive dans l'abbatiale pour installer le nouveau grand maître et célébrer l'Eucharistie. Cette installation du grand maître est un rituel séculaire. Aujourd'hui encore, en 2023, la tradition s'est actualisée et l'ordre a choisi le prince François d'Orléans, comte de Dreux, pour assumer cette fonction. Mais revenons sur les piliers et l'histoire de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Il s'agit en fait d'une association privée de laïcs, de droit national, et comme tant d'autres, l'ordre est né en Terre Sainte et a été confirmé par le pape Alexandre IV en 1255. Sa vocation est le soin d'abord donné aux lépreux. Et puis c'est ainsi que l'ordre va s'implanter en France et bénéficier de la protection du roi. Depuis le Moyen-Âge, les membres hospitaliers savent conserver les valeurs morales traditionnelles que sont le service, le sacrifice ou encore la discipline. Le lieutenant-colonel Philippe Jourdain est le grand capitulaire. C'est lui qui nous explique sa mission. Vous allez l'entendre, il est une véritable mémoire vivante de l'ordre. Je lui ai demandé où puiser les sources de connaissances de l'un des ordres chevaleresques les plus anciens de l'histoire. Je détiens également les archives de l'ordre. Donc, ce qui facilite les recherches, quand même. Et puis moi-même, j'ai pris le relais de prédécesseurs. La fonction qui est la mienne, c'est celle de grand capitulaire. En fait, c'est celui qui convoque le chapitre général, mais qui est chargé également, depuis plusieurs siècles, successivement, je vous rassure, c'est pas moi qui assurais les fonctions depuis plusieurs siècles, qui conserve les archives de l'ordre, les différents témoignages, les procès-verbaux, les différents travaux de l'ordre, les règles de l'ordre. Ce qui m'a permis de rédiger un certain nombre d'ouvrages, à la fois sur l'histoire de l'ordre et sur des actions ponctuelles ou des implantations géographiques particulières. Alors comment l'ordre est-il devenu prolifique ? Est-ce qu'il y a eu un déclin ou bien est-ce que l'ordre a gardé cette croissance ininterrompue ? Très intéressant votre histoire, il est très rare qu'il y ait des institutions qui aient une vie linéaire. En fait, certainement la période la plus difficile pour l'ordre, après un développement très important au moment du retour de Terre Sainte, après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, l'ordre va s'installer, revenir en Europe, et va se retrouver d'ailleurs sous la protection du roi Philippe le Bel, qui lui permettra juridiquement en fait, d'être protégé de toutes les spoliations. Jusqu'au XVIe siècle, il y a une croissance dans toute l'Europe. Et au XVIe siècle, ce sont les guerres de religion. Les guerres de religion ont fait beaucoup de mal à l'ordre, comme beaucoup d'institutions religieuses. Beaucoup d'institutions, notamment dans les pays germaniques, sont passées à la réforme.
Il n'y a eu aucune partie de l'ordre qui est passée à la réforme, mais par contre, matériellement, l'ordre a énormément souffert. Il y a eu beaucoup de membres qui ont été tués, des commanderies qui ont été détruites, à tel point qu'en 1578, au chapitre général qui avait lieu à Orléans, parce qu'à côté d'Orléans, à Bogny-sur-Biogne, qui était le siège magistral de l'ordre, il n'y avait que 5 chevaliers capitulants, en 1578. Puis après, en fait, à l'arrivée sur le trône du roi Henri IV, il avait l'occasion d'apprécier particulièrement l'action de l'ordre, donc il l'a soutenu juridiquement, notamment, d'une manière un petit peu artificielle, qui est intéressante, de façon à ce que tous les contentieux qui s'étaient développés lors des guerres de religion puissent s'éteindre de la manière suivante. Il a créé un ordre qui s'appelait l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, et il a transféré tous les chevaliers de Saint-Lazare également dans cet ordre. C'est un artifice juridique qui permettait d'arrêter tous les contentieux concernant les biens de l'ordre de Saint-Lazare. Qu'en est-il de la richesse de l'ordre? Est-ce qu'il comptait de nombreux biens ou alors est-ce que ses membres faisaient généralement vœu de pauvreté? Ah, tout à fait. Oui. On faisait vœu de pauvreté, mais les biens que l'ordre possédait, c'était au profit tout d'abord des lépreux qu'il soignait, pour développer les institutions qui les soignaient, et ensuite la lèpre disparaissant, c'était pour développer une expertise concernant les soins, à tel point d'ailleurs que le roi Louis XIV, en 1672, en a fait son ministère de la Santé. C'est peu connu, mais en 1672, les maisons de soins en France étaient épars. Il y avait des maisons Dieu, des léproseries, et il n'y avait pas d'organisation générale. Il y avait plusieurs communautés, et tout a été rattaché à l'ordre de Saint-Lazare. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2023, on ait encore envie d'adhérer à l'ordre de Saint-Lazare? Est-ce que c'est parce qu'il y a un passé, une histoire qui se transmet? Quelle est la force de la tradition dans cet ordre? Alors, il faut bien entendre cette notion de tradition. Ce n'est pas une commémoration historique en costume. En fait, pour nous, la tradition, elle est multiple, aussi bien dans sa dimension spirituelle qu'hospitalière. C'est le fait de posséder un patrimoine commun, comme une famille, en fait, en réalité. Vous entrez et vous avez toute une généalogie à laquelle vous allez adhérer en même temps, qui va devenir la vôtre, qui va permettre de communiquer et d'être en commun avec tous les membres de l'ordre. Donc on entre dans une famille. On entre dans une famille, exactement. Entrant dans cette famille, on s'engage à assumer son héritage, en fait. Dans ces 3 dimensions, spirituelle, hospitalière et traditionnelle. Et vous, lieutenant-colonel Philippe Jourdain, comment le voyez-vous grandir, cet ordre? Quel est votre grand désir, à vous, pour le développement de cette grande famille dont vous parlez? Je vais vous donner une réponse. Mon grand désir, c'était aujourd'hui. Donc j'ai 72 ans, pour tout vous dire. Et la limite d'âge des grands officiers et du grand maître également, c'est 75. Donc, formellement, j'ai encore 3 ans à apporter à l'ordre. Donc je suis déjà en train de former un successeur. Mais vraiment, mon désir, c'est que ce que nous avons planté avec le prince François, avec la jeune équipe qui est également autour de lui, vous avez pu voir des grands officiers, c'est le cas de Damien van Bellingen notamment, qui sont là pour prendre la relève. Donc pour des grands officiers plus âgés comme moi, c'est de se dire qu'effectivement, ça y est, le socle pour l'avenir est prêt. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et mon espoir, c'est que ces 3 dimensions que je viens d'évoquer, cet héritage, ils puissent l'assumer, puis avec des missions qui seront adaptées à notre époque. Les souffrances sont différentes. Les difficultés sociales sont différentes également. Voilà. Et les moyens d'agir aussi en conséquence. Et les moyens d'agir en conséquence. Et cette relève que vous pouvez constater, c'est ma plus grande joie. Et mon plus grand désir, c'est qu'elle réussisse dans cette continuité. Une marque de continuité et de charge historique qui pèse maintenant sur les épaules du 51e grand maître de l'ordre. Il s'agit du prince François d'Orléans, comte de Dreux. Il appartient à cette lignée des rois qui ont fait la France et qui est plus que jamais lié aussi à l'ordre de Saint-Lazare. Le prince François est âgé de 41 ans, il est paysagiste et passionné. Monseigneur, vous venez aujourd'hui d'être installé comme grand maître. L'ordre est né par l'aide aux lépreux. Tout d'abord, quelle est votre vision à vous pour ce pilier de la charité au sein de l'ordre aujourd'hui en 2023? On a beaucoup de
bénévoles qui nous aident à faire de la charité, surtout des déjeuners et des dîners pour ceux qui en ont besoin, en règle générale. Moi, je viens d'être instauré comme grand maître, donc j'espère, mon but est un peu de faire grandir cet esprit de charité, passer au-delà, peut-être chercher de nouveaux projets ou des nouveaux emplacements. On a un peu l'intention de grandir vers l'Afrique, qui en ce moment a besoin de l'aide de tout le monde, pas juste du nôtre, mais de toutes les ordres et de tout du monde, donc on va essayer de bouger vers là-bas. Alors comment discernez-vous cet équilibre aussi entre l'aide sociale que vous apportez en Afrique et puis aussi en Europe? Tout à fait. On a beaucoup d'œuvres sociales charitables tant en France, en Belgique, en Pologne, beaucoup, aux États-Unis aussi, et nombre d'autres pays. Donc on va toujours garder ça c'est clair. Mais moi, comme nouveau grand maître, j'aimerais bien grandir et trouver des nouveaux bénévoles qui seront prêts à dédicacer du temps pour aider les autres et grandir et trouver des financements pour ces œuvres-là et d'autres à grandir. Le pôle spirituel, il est prépondérant dans l'ordre de Saint-Lazare. Comment est-ce que vous insistez, vous, sur la formation spirituelle de vos membres? En tout premier, tout le monde est bienvenu dans l'ordre. On a des différentes divisions. Tout le monde, comme je dis, quelle que soit leur religion ou s'ils sont laïcs, tout le monde est bienvenu. Mais on fait quand même on insiste qu'on soit catholique, on respecte la branche qu'on appelle la branche de justice. Celle-là, elle doit respecter les règles de l'Église, qu'on suit scrupuleusement bien comme chrétien. Donc, mais cela n'exclut pas d'autres membres qui ne suivent pas l'Église et qui suivent d'autres religions ou pas. Parlez-nous un peu de vous, Monseigneur. Vous êtes paysagiste. Comment cette passion, qui est aussi votre métier, vous fait-elle grandir spirituellement? Oui. Moi, comme je dis, mon travail, c'est une passion. J'ai la chance de travailler pour mon gagne-pain, c'est une passion. De temps en temps, c'est dur, de temps en temps, ce ne l'est pas. Mais bien évidemment, le monde paysagiste m'amène à voyager à des endroits magnifiques et certains d'eux très spirituels où on reste épaté par la beauté des endroits que Dieu a créés. Et de temps en temps, justement, c'est le contraire, c'est à moi de créer ce que l'homme a détruit pour en faire une beauté. Mais oui, les jardins, c'est un sens spirituel de toujours. Les cloîtres des abbés, les parcs des châteaux, mais la religion est née en conséquence des jardins. Le jardin d'Éden. Oui. Platon, il se promenait dans les jardins. Ça a toujours été lié, les jardins ont été toujours très liés à la spiritualité et à la religion. C'était donc l'interview du grand maître de l'ordre. J'ai aussi proposé à l'un des membres, Sébastien de Beaufort, il est belge, il a 33 ans, de nous parler de son engagement aujourd'hui. Sébastien de Beaufort, bonjour. Bonjour Yves. Samedi avait lieu l'installation du 51e grand maître de l'ordre hospitalier et militaire de Saint-Lazare de Jérusalem. Une question d'abord, vos premières impressions, puisque vous étiez au cœur de cette cérémonie et de cette Eucharistie. On a vu beaucoup de décorum, on voyait que la tradition s'actualisait aussi dans cette cérémonie. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que ça évoque pour vous comme souvenir? Alors, je suis très content, cela s'est super bien passé. L'instant a été à la fois solennel et rempli d'émotions et ancré, comme tu l'as dit, dans la tradition. Le moment le plus fort pour moi fut quand notre grand chancelier, Thierry Poquet de Vite-Juste, a prêté serment au nouveau grand maître. Ces deux hommes ont travaillé pendant plusieurs mois ensemble et on a pu voir le lien qui s'est installé entre eux. Et cela m'a mis en confiance quant aux prochaines années de l'ordre. Je pense vraiment que ce binôme va marcher. Également, la ferveur de l'ordre était au rendez-vous. J'ai pu sentir les émotions lors des différentes interventions. J'étais un petit peu devant et j'avais l'ordre juste derrière moi. Et à chaque fois que l'ordre devait répondre, je sentais la force qui venait de derrière. C'était assez impressionnant.
Je tiens également à souligner le travail acharné qui a été fait ces derniers mois pour préparer cette cérémonie, notamment celui qui fut réalisé par le grand architecte du week-end et de cette cérémonie, le grand prieur émérite du Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, aujourd'hui grand officier et secrétaire général de la grande chancellerie de l'ordre, Damien van Bellingen, ainsi que de mon prieur pour la Belgique et le Luxembourg, Giuseppe Badami. Bien entendu, on n'oublie pas le père abbé de Maretsou, le révérendissime abbé Bernard Laurent, qui était au cœur, sans mauvais jeu de mots. Et c'est pas anodin quand même de rejoindre un ordre séculaire comme celui-là. Il existe depuis maintenant 1255, donc c'est un ordre qui a traversé l'histoire. Alors Sébastien, vous avez 33 ans, vous êtes quand même l'un des plus jeunes membres de cet ordre. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer ainsi dans un ordre militaire et hospitalier ? Alors c'est une question finalement très personnelle, et je pense que c'est un engagement à vie que l'on prend à suivre les valeurs chrétiennes. Il n'est bien entendu pas nécessaire de rentrer dans un ordre de chevalerie pour ce faire, mais c'est plus facile lorsque nous sommes ensemble. L'ordre de Saint-Lazare propose une communauté et une expérience séculaire du service aux plus faibles et de l'approfondissement de la spiritualité. C'est un soutien pour soi et un soutien que l'on propose aux autres. Et aujourd'hui, quels sont peut-être vos projets à court terme pour développer ce pilier de charité de l'ordre, qui est évidemment l'un des 3 piliers les plus importants de la communauté ? Nous avons pas mal de projets qui nous tiennent à cœur, évidemment. Si je devais en choisir un, je choisirais celui des maraudes. Je suis d'autant plus content que ce soit mon ami Émeric Waters, qui est membre des œuvres hospitalières de l'ordre, qui s'est porté volontaire pour mener ce projet. Nous allons parcourir les villes de Belgique, en commençant par celle de Charleroi, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, via une distribution de soupes et de nourriture. Il faut bien se rendre compte que dans le cadre de Maraude, la nourriture n'est pas le seul besoin, c'est surtout un moyen. C'est le moyen que nous avons de rentrer en contact avec les sans-abri afin de leur fournir ce dont ils ont vraiment besoin. Je profite de cette interview et de la visibilité qu'RCF me donne pour signaler que nous sommes à la recherche de soutien pour ce projet et que si les auditeurs souhaitent participer, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter via notre page Facebook. Combien de fois est-ce que vous assurez ce service ? À quelle régularité, à quel rythme est-ce que vous proposez ces différentes activités ? Alors, ceci est un projet qui est en cours de préparation. Nous commencerons à être actifs à partir normalement de début novembre. Nous serons actifs, nous l'espérons, tous les week-ends. Mais donc, c'est un projet pour le moment. Tous les événements qui ont eu lieu ce week-end ont servi à lever des fonds afin de préparer ce projet. En revanche, nous avons des projets qui se sont terminés, d'où le fait que nous en avons un nouveau. Nous pourrons notamment parler de la rénovation de l'aile pour les enfants cancéreux de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Nous pourrons également parler du dispensaire au Kambanda que nous avons, dans une première phase, construit, dans une deuxième phase, fourni en matériel, et enfin dans une troisième phase qui est en cours. C'est vrai que celui-là n'est pas tout à fait terminé. Nous fournissons les batteries. Le projet des maraudes, c'est celui sur lequel nous travaillons d'arrache-pied pour le moment. Donc c'est pour cela que c'est celui qui me tient à cœur, mais il n'est pas encore démarrer, d'où mon appel à des volontaires. Eh bien, on retient bien cet appel aux volontaires pour des maraudes, donc, dans les villes de Belgique, un projet qui se met en place dès le début du mois de novembre, un projet actuellement qui est occupé à prendre forme. Vous avez également parlé d'un dispensaire au Rwanda ou de la rénovation de l'aile des enfants porteurs de cancer à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Merci Sébastien de Beaufort d'avoir pu nous éclairer sur l'ordre de Saint-Lazare aujourd'hui et puis vos impressions sur cette cérémonie de samedi dernier. Notre reportage touche maintenant à sa fin, alors à travers ces morceaux sonores, vous avez pu mieux comprendre à quoi ressemble un ordre militaire et hospitalier chrétien. Celui de Saint-Lazare de Jérusalem est l'un des plus anciens de l'histoire, puisqu'il a été confirmé en 1255. Et aujourd'hui encore, ses membres, des hommes et des femmes qui peuvent y entrer à partir de 25 ans, insistent sur leurs 3 piliers. La charité, à travers des œuvres caritatives, aidant ainsi des milliers de malades ou de personnes souffrantes à travers le monde, la spiritualité avec une intense vie chrétienne et la tradition qui fait partie de l'idéal de l'ordre.
Ce sont ainsi des enregistrements sonores réalisés à l'abbaye de Maretsu le samedi 16 septembre 2023 à l'occasion de l'installation du 51e grand maître de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.